La parole vous revient. Permettez-moi d'abord d'observer une minute de silence avec vous pour nos morts. Les morts du peuple gabonais, non seulement depuis les indépendances, mais également les morts issus de la colonisation et de l'esclavage. Nous tous, nous avons certainement un poids très lourd dans ce domaine. Moi-même, nous, les Pounous de Moabi, nous avons été massacrés par les Français, les armées coloniales. Moi, ma mère est née en prison à Tchibanga. Ma grand-mère, qui résistait au viol d'un soldat colonial, fit plusieurs années de prison et mourut quasiment dans les géoles à Tchibanga, qui signifie en Pounou la cité des larmes, Matsang. Je voudrais, chers compatriotes, que nous prenions une minute de silence pour tous les morts, depuis les temps jadis jusqu'à ce jour. Merci. Chers compatriotes, chers représentants des partis politiques, chers représentants des acteurs libres de la diaspora et de la société civile gabonaise, chères forces vives de la nation, merci à vous, docteur Mengara, docteur Okwe, et puis merci à tous les organisateurs de ces assises qui constitue la première initiative de contre-parole depuis le coup d'État du 30 août 2023. Depuis ce coup d'État, il n'y a plus eu, que ce soit au Gabon ou à l'étranger, une contre-parole, une autre parole que la parole officielle. Et cela est inquiétant pour la démocratie. Donc merci, docteur Mengara, chers frères et amis. J'ai été sensible notamment aux paroles de notre sœur Suzanne Barat, que nous avons suivies. En effet, nous avons tous des parcours différents, c'est vrai, mais le Gabon est notre maison commune. Le Gabon est la maison commune. Et nul ne doit être exclu de la maison commune. Les enfants d'une même famille sont les enfants d'une famille. Tout père qui décide d'exclure un des enfants n'est pas un père. Il doit donc être traité comme quelqu'un qui veut détruire la maison commune. Il est écrit dans la Bible, si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est pour rien que les ouvriers se fatiguent au travail. Pour rien. Dialogue, monologue, gouvernement, allez, même moi-même, vous savez, j'ai cru à un moment que l'entrisme allait changer un système de l'intérieur. Le docteur Ogoué l'a rappelé tout à l'heure à juste titre. Bon, ce fut une belle expérience pour voir, mais c'était une erreur, je le reconnais. Je le reconnais. Après, on se construit de cicatrice en cicatrice. Aucun Gabonais ne connaît le prix que j'ai payé pour cela. Je peux me regarder dans une glace aujourd'hui, mais j'ai payé un prix très lourd. Et c'est Dieu qui le sait, et c'est Dieu qui m'a fait remonter des enfers. Vous avez entendu parler de mon exil en Russie et autres, vous ne savez rien. Les gens ne connaissent pas Imhotep. Mais mon ami et maître Franklin Nyamsi, ici, connaît un peu
mon parcours. Et tout à l'heure, nous nous sommes remémorés autour de quelque chose, tout ce parcours. Mais je peux vous dire que l'Afrique libre et le Gabon libre, c'est pas derrière, c'est devant, et ça arrive. Yes. Yes. Bravo. C'est donc ici, ne soyez pas étonnés, hein, c'est pas du fétichisme si je porte ce bâton. Il m'a été offert en Afrique australe par les grands résistants. Les gens ne connaissent pas Sam Nujoma, qui a été le père de l'indépendance de la Namibie. Ce bâton vient de lui. C'est juste un cadeau qui a été offert. Dans ce pays, on ne sait même pas que le président de l'indépendance est toujours vivant. On voit sa statue, comme ça, en se promenant. Il est chez lui. Il n'est pas comme chez nous au Gabon, où forcément, Ngunda, il n'y a que moi. Si c'est pas moi, il n'y a personne d'autre. Le père de l'indépendance de la Namibie est assis chez lui. Il ne vient pas embêter les présidents qui se succèdent après lui. Le bâton signifie chez les Bantous le sceptre, la force, l'autorité. Et on a dépouillé les Gabonais, surtout les hommes, de leur autorité. On leur a coupé l'autorité. Je ne vais pas utiliser un gros mot, on leur a coupé le phallus. J'appelle les Gabonais à tout faire pour récupérer leur phallus, leur force, leur autorité, pour conquérir le Gabon que nous allons léguer à nos enfants et dont nous serons fiers et dont nous n'aurons plus jamais honte. Yes. C'est donc ici à Paris, à l'initiative du docteur Mengara et de ses proches, en attendant Libreville au Gabon, que nous avons choisi de célébrer la démocratie véritable dans notre pays et si possible dans toute l'Afrique subsaharienne. Et c'est le sens de la présence de notre frère Franklin Nyamsi. Les élections d'août 2023 ont débouché sur un coup d'État pour certains et un coup de liberté pour d'autres, mais ont débouché surtout sur un militarisme politique qui ne cesse d'inquiéter. Il ne pourrait y avoir de nouvelles élections au Gabon, dialogue ou pas dialogue, que dans le cadre d'une normalisation démilitarisée de notre pays. Et surtout dans l'objectif d'une réforme radicale non coloniale. Vous avez suivi les aventures de Suzanne Barak de Bamako à je ne sais où. On peut penser ce qu'on veut d'elle, mais c'est une sœur qui nous a montré que les frontières que nous avons aujourd'hui ont été dessinées par ceux qui nous considèrent comme des esclaves. Et nous sommes là à ne voir que nos frontières que les maîtres nous ont léguées. Bien sûr, il faudra garder le Gabon dans l'Afrique d'après, mais nous devons ouvrir les frontières. Comme a chanté le chanteur ivoirien, ouvrez les frontières. Non pas dans des États désorganisés, mais des États démocratiques, des États super organisés, où on peut aller les uns chez les autres sans avoir peur. Donc, depuis le 30 août 2023, nous assistons de la part des militaires, de nos frères militaires. Colonel Banfombi, c'est mon parent. Mais, il m'inquiète, je sais qu'il me suit, puisque c'est le porte-parole du CTI. Ah, mon parent, tu m'inquiètes, colonel. J'espère que tu sais ce que tu fais. Parce que nous assistons de la part des militaires qui dirigent le pays au renoncement de tous les principes démocratiques, comme les suspensions des partis politiques. Quoi? Ce sont les partis politiques qui ont dirigé le Gabon, qui ont tué les gens au QG de Jampé, qui ont fait ce qu'ils ont fait, c'est les partis politiques. Ah ben ça, on ne le savait pas. Suspension des partis politiques. Suspension des droits fondamentaux. Un président peut aller dire « moi, je n'aime pas la grève ». Alors que le Gabon a signé à l'Organisation internationale du travail. Mais on peut quand même aller dire devant les Gabonais « celui qui fait la grève, je l'envoie en caserne militaire ». Mais, monsieur le président de la transition, vos militaires doivent aller en caserne.
et pas dans les bureaux climatisés. Vous allez avoir la force de vous battre à Goma ou au Burkina Faso pour défendre l'Afrique en gonflant vos ventres dans les bureaux, en n'ayant plus d'entraînement militaire, en ne défendant plus les principes. La militarisation est un abandon des principes militaires, qui sont la défense des frontières et la capacité de se projeter au-delà des frontières pour des objectifs très précis. Absolument. Donc, le Gabon renonce petit à petit, par le militarisme politique, à tous les principes démocratiques, notamment à la souveraineté du peuple gabonais vis-à-vis de la France, l'ancienne puissance coloniale. On vient de découvrir de nouveaux gisements pétroliers dans ma province, la Nyanga. Mais si vous êtes venu libérer le Gabon, que faites-vous des 18% de Delta Synergie appartenant au système Bongo, à la famille Bongo PDG? Ces 18% là, le pétrole que vous avez trouvé, 18% pour on ne sait pas qui, ça va revenir dans les caisses de l'État. Comme a dit quelqu'un, nous ne sommes pas contre vous, mais vous n'êtes pas clairs, messieurs, mesdames les militaires. Où va l'argent du peuple gabonais? Qu'en est-il du contrat de Belinga, dont on dit que seulement 10% de cette mine polymétallurgique, c'est-à-dire non seulement du fer, du cuivre, du diamant, de l'or et tout, en quoi ça va profiter aux Gabonais? Vous n'êtes pas clair. Et voilà pourquoi nous sommes obligés de vous combattre. Les Sétéris sont nos frères, les Sétéris sont nos sœurs, mais ils ne sont pas clairs au niveau de la souveraineté du peuple gabonais. Si la visite du président de la transition à l'Élysée, c'est pour venir vendre le Gabon, eh bien c'est déjà nul et de nul effet. Amen. Ça ne passera pas. Donc là, sur le contexte maintenant, excusez-moi, docteur Mengara, je vais développer un peu parce que dès demain, mon premier secrétaire politique, comme je vous l'ai dit, Sylvestre Capi, fera les travaux, je viendrai pour la conclusion, mais je voudrais donc développer mes propositions dès maintenant, avant de passer la parole. Donc, la Constitution, c'est ce qui nous préoccupe. La Constitution est le texte fondamental de l'État de droit. Et cette Constitution semble combattue par le militarisme politique en cours au Gabon avec le soutien de la France-Afrique. La Constitution, c'est le cadre juridique de référence dans lequel s'inscrit toute la législation. On en est loin au Gabon puisque des gens sont en train de préparer une constitution antidémocratique d'inspiration coloniale et une constitution discriminatoire qui crée des castes entre les bons et les mauvais Gabonais. Le Gabon n'est plus la maison commune à travers les projets constitutionnels du CETERI suite à un dialogue qui semble avoir été non pas un dialogue inclusif, mais un dialogue exclusif. Pour mémoire, et je dois le rappeler, la notion de constitution a pris tout son sens au Gabon dans les années 1960 lors de la décolonisation conduisant aux pseudo-indépendances africaines. La corruption et la tyrannie du pouvoir de l'époque du premier président, soutenu par la France, avaient alors contribué à affaiblir la structure du jeune État gabonais. Et est-ce bien différent aujourd'hui? Plus récemment, à partir des années 90, quand les intellectuels gabonais sont rentrés, la mondialisation et l'ouverture du monde des jeunes générations ont abouti aux revendications légitimes les plus défavorisées. Vous avez suivi la conférence nationale. On a demandé davantage de droits fondamentaux et on a voulu l'établissement d'un système sociopolitique plus équitable. Après cette période despotique du deuxième président, Albert Bernard Omar Bongo, 1967-2009, les piliers de ce pouvoir despotique, de 2009 à nos jours, sont devenus de plus en plus instables. C'est ce qui s'est passé. À partir de 2009, justement, période pour moi d'entrer en politique, à travers la grève de la faim, devant le palais Léon-Bas, raillé par les uns, moqué par les autres, et supporté un peu par quelques-uns, mais quand vous vous engagez en politique, vous devez défendre vos convictions jusqu'au bout. À partir de 2009,
les piliers du système despotique, parce que c'est ça le problème, se sont affaiblis. Une crise sans précédent s'est alors manifestée, donnant lieu à des revendications multisectorielles et à un effondrement progressif de l'État gabonais, malgré le fameux plan stratégique Gabon émergent qui a entraîné tout le monde dans le fossé, malgré les slogans « Laissez-nous avancer » ou « Apporte-nous la démocratie ». On te suit, hein? Bon, Pins, tu m'écoutes. C'est toi qui as composé avec tes amis Apporte-nous la démocratie. On attend toujours. Un tel contexte devait donc appeler la fin du système despotique. Et d'autre part, un tel contexte, c'est ce contexte qui a provoqué un coup d'État militaire contre, en réalité, et vous le savez mieux que moi, la victoire électorale du professeur Albert Ondo Ossa lors de la présidentielle de 2023. Ce coup d'État, organisé comme contre un impotent ayant été victime d'un AVC, n'a-t-il pas été en réalité un coup d'État contre la victoire électorale du professeur Albert Ondo Ossa? Il n'est pas interdit de se poser la question. Pourquoi n'avoir pas reconnu la victoire d'Ondo Ossa et pour mettre l'armée au service de cette victoire électorale qui était claire? La question mérite d'être posée. Nous avons alors assisté à la mise en place d'un comité de transition pour la restauration des institutions. Donc, je voudrais conclure mon propos pour ne pas trop m'allonger. Je résume le plus possible, mais je laisserai ces propositions écrites à mon représentant ici. Je voudrais juste dire que, à mon sens, et très humblement, un gouvernement de la normalisation devrait être nommé au Gabon et un collège de vrais sages de la nation, pas les sages façon qu'on voit au Gabon, qui négocient d'abord pour leurs enfants et pour eux-mêmes, et pas pour le pays. Pour leurs femmes. Et pour leurs femmes, merci de la précision. Un gouvernement de la normalisation et un collège de vrais sages de la nation devraient porter ce travail sur la Constitution pour respecter les principes, les valeurs et les normes des Bantous. Et on pourrait faire appel à un sage par département. Il y a 50 ou 52 départements qui se feront assister par des juristes et des experts appropriés. Ensuite, les propositions élaborées par le Collège des sages de la nation pourraient être validées par une sorte de nouveau conseil national de la transition gabonaise. Suzanne Barak vous a dit on n'est pas contre vous. Mais pourquoi vous voulez faire le Gabon sans nous? Pourquoi vous voulez détruire la maison commune et faire un Gabon juste de copains, comme vous dites vous-même, et de coquins? Un gouvernement de la normalisation du Gabon devrait être nommé, mais ce n'est qu'une proposition. Un collège de vrais sages de la nation devrait porter la transition gabonaise jusqu'à l'adoption d'une vraie constitution qui serait soumise à référendum. Ce n'est pas les propositions qu'on a vues sortir du dialogue d'Angondjé. Les propositions élaborées par ce collège des sages de la nation en raison d'un sage par département, assisté par des experts, pourraient être validées par un Conseil national de la transition gabonaise qui n'est pas le Sénat ou l'Assemblée nationale des copains et des coquins qu'on voit aujourd'hui, où on voit des grands acteurs de la société civile, parce que maintenant ils roulent en Hilux bleu, mais moi personne n'a entendu dire que l'ancien vice-premier ministre roulait en Hilux ou bien est parti avec des milliards ou en Bentley. Sinon qu'on me sort, je suis le vice-premier ministre qui ne s'est même pas accordé 1 mètre carré de terrain au Gabon. Liban Soleiman un jour est venu me voir dans mon bureau. Il m'a dit monsieur le VPM, voilà ce qu'il faut faire. Vous vendez les terres, vous donnez la part à Libogo, à moi-même, à Saïx, comme ça vous êtes riche. Mais moi j'ai quasiment mis Liban Soleiman à la porte de mon bureau. Oui, peut-être que certainement qu'il ne fallait pas soutenir ce pouvoir. On peut aussi, dans sa fougue, se dire mais on pourrait peut-être
réformer ce système de l'intérieur, mais ce système n'est pas possible à réformer de l'intérieur, parce que comme m'a dit un jour André Baobam, alors qu'il était dans l'opposition, il m'a dit, Ben, va dire à ton parent, Pierre Mamboundou, au moment où on voulait le nommer vice-président, à la demande de Nicolas Sarkozy, André Baobam m'a appelé à Neuilly. Il m'a dit, ah, mais moi j'entends dire que ton parent Mamboundou va devenir vice-président. S'il te plaît, appelle-le. Et dis-lui ceci. Nous, les PDGistes, il était déjà dans l'opposition, mais il reconnaissait son logiciel PDGiste. Il a dit, nous, les PDGistes, on ne partage jamais le pouvoir. Jamais. Et j'ai appelé le cabinet de l'UPG. Je n'ai pas pu faire passer le message correctement. Pierre Mamboundou est décédé quelques mois plus tard, avant que le décret le nommant vice-président ait été signé à quelques jours. Et ceux qui ont comploté pour le tuer sont encore vivants. Je connais leur nom. Je sais aussi qu'un commando de 7 militaires de l'armée de terre ont participé à cette exécution avec la complicité de ses parents, de ses amis, de son parti, de son village, parce que c'est comme ça que ça se passe au Gabon. Qu'à cela ne tienne. Le Collège des sages de la nation et l'Assemblée nationale à venir devraient constituer le nouveau Parlement de la République gabonaise. Ainsi, après plusieurs décennies de despotisme, ce processus devra marquer la fin de la période despotique actuelle et le début de la nouvelle République gabonaise. Quelques principes fondamentaux de la prochaine constitution gabonaise. La nouvelle constitution doit nécessairement comporter un arrière-plan historique parce qu'on doit savoir d'où on vient. Un préambule, des chapitres, des articles. Cette constitution ne doit pas être commandée à un cabinet on ne sait pas où à l'étranger, alors que nous avons assez d'intellectuels, mais des intellectuels qu'on ne veut pas appeler à la table de la discussion parce qu'on veut garder une constitution coloniale au service de la France-Afrique. Et ça, ce n'est pas acceptable et ça ne sera plus accepté. Je ne veux pas me rallonger, j'aurais pu parler du changement et de la restauration véritable, je pourrais parler de la manière de gouverner, mais dans les commissions, on va parler de ça. On pourrait parler aussi de l'économie, qui est une fin. Et moi, quand même, avant de terminer, je veux quand même dire un mot sur une proposition sur la femme. Je sauterai sur la justice, le pouvoir exécutif, les moyens de communication et tout ce qu'on veut, mais je voudrais dire un mot sur la femme, parce que la femme, surtout nous dans les sociétés du Sud, le matriarcat est important. La femme est la matrice de la société gabonaise, et je vois ici le combat qui a été mené au Trocadéro à travers la résistance, même si je n'étais pas avec vous physiquement, je l'étais de cœur. Croyez-moi, on ne me croyait pas, mais c'était le cas. Dans l'établissement des fondements sociaux du Gabon qui vient, tous ceux qui étaient tenus par les forces de l'ignorance et de l'obscurité au service de l'aliénation du peuple qu'on appelle le kunabélisme vont retrouver leur dignité d'être humain. Et dans cette restauration, il est naturel que les femmes, notamment celles ayant subi l'exploitation de la part du système despotique, notamment par les groupes d'animation, soient davantage protégées dans leurs droits. La famille est la cellule de base de la communauté nationale bantoue et l'espace principal de la croissance et de l'élévation de tous les êtres humains. La femme, dans cette conception de l'unité familiale, quitte son état d'objet ou d'instrument au service de la jouissance des uns et de l'exploitation des autres, et tout en retrouvant sa qualité à part entière de personne humaine et de matrice sociale qui contribue au progrès des êtres humains et de la nation, elle combat sans exclusive avec ses qualités et ses sagesses propres aux côtés des hommes dans tous les domaines de l'existence. L'avenir de la jeunesse gabonaise qui est maintenant en danger. La jeunesse gabonaise est perdue. Elle n'a plus de repères, elle n'a plus de père, elle n'a plus de mère. Si nous voulons que notre pays survive, nous devons penser aux générations futures. Et c'est pour ces générations que nous nous battons. Nous qui sommes arrivés à 50 ans, nous sommes sur la pente descendante. Notre vie est quasiment déjà derrière nous. Il nous faut penser
à la jeunesse qui vient et l'éduquer dans le sens de la dignité, mais aussi dans le sens du panafricanisme. Le panafricanisme est quelque chose qui a été inventé pour nous protéger. Et donc aucun Gabonais ne doit dire « Ah, vous les panafricanistes, qu'est-ce que vous allez vous occuper des pays étrangers ?» Mais ces pays étrangers ont été créés par les colons. Les panafricanistes sont nos frères, les panafricanistes sont nos sœurs, et nous avons des intérêts convergents. Nous devons nous mettre ensemble et peser par le poids du nombre. Je conclus en faisant cette proposition pour terminer en ce qui concerne ces assises. Moi, j'espère, docteur Mengara, qu'à l'issue de ces assises, nous parviendrons à un protocole d'accord entre toutes les forces pour dire nous devons sauver la maison commune. Au-delà de nos ambitions, on peut toujours voir ça plus tard. Hein? Qui veut être président, qui veut être ministre, ça c'est bien, mais ça ne va pas nous avancer à quoi que ce soit. Aujourd'hui, il faut sauver la maison commune. La maison commune est infestée de chats qui nous prennent pour des souris. Ils vont nous manger. Donc, un protocole d'accord, nous l'espérons, et nous espérons qu'à l'issue de ces assises, au minimum, à minima, nous parviendrons à une déclaration de principe, qui est un document, une déclaration de principe qui dit « Nous voulons ceci, nous allons faire cela », de telle sorte que si l'un est aux États-Unis, l'autre au Gabon, l'autre en France, l'autre en Russie, on est ensemble pour sauver la maison commune. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bruno Ben Mobamba, c'est très apprécié. Vous avez d'ailleurs enchaîné, galopé un tout petit peu en parlant du panafricanisme. Le panafricanisme, pour plusieurs, est une idéologie. Ils ont totalement raison. Pour moi, c'est un mouvement. Un mouvement qui promeut l'indépendance totale de l'Afrique, mais aussi l'unité des peuples et notre profonde solidarité. Le Gabon ne vit pas en vase clos. Le Gabon fait partie intégrante des peuples africains. C'est pour cela qu'il est intéressant aujourd'hui et nous sommes honorés d'avoir des militants panafricanistes, le professeur Niamsi qui est présent ici ce soir, et je vais sans plus tarder inviter Madame Corinne Hélé, qui est avocate et militante panafricaniste. À vous la parole, Madame. Bon après-midi à tout le monde. D'abord, je suis extrêmement optimiste, très optimiste. Le train de l'Afrique est en marche. Donc on doit applaudir tous ensemble, d'être tous ici pour ce continent-là. La deuxième chose que je voudrais faire, c'est... Oui, Général Barat, je l'ai perdu, mais respect. Je me suis vue en elle et on a besoin de femmes comme elle au combat. Vraiment, respect, respect. Elle porte un nom qui m'est commun. J'ai adoré quand elle a dit qu'elle s'appelait Suzanne Obam. Obam, c'est des noms de chez nous, c'est la même famille. Donc quand je suis avec vous, je me sens en famille, d'abord. Quand on est militante panafricaine, l'Afrique, il n'y a pas un Gabon, il n'y a pas un Cameroun, il y a une Afrique. Nous sommes ensemble, et tant que nous n'aurons pas compris que nous sommes ensemble, nous n'irons nulle part. Tant que le Gabonais ne prendra pas la main du Congolais, du Camerounais, des États de l'Afrique, du Sahel, que nous devons tous rejoindre, crier haut et fort, non au colonialisme, on perd notre temps. Donc je ne vais vraiment pas être longue parce que nous avons le professeur Niamsi avec nous qui est notre sage panafricain et qui est déterminant pour l'Afrique et pour le monde. Yes. Mais ce que je veux dire, c'est on parle d'un Gabon nouveau, on parle d'une Afrique nouvelle, on parle d'un monde nouveau. On ne peut plus continuer comme ça. Yes. Les colons nous ont eus.
Ils ont découpé notre continent. Je milite pour le panafricanisme avec des anglo-saxons. On a du mal à se rencontrer, à se parler. Les militants panafricains que nous connaissons vont être Prosser Nyamsi, Nathalie Yamb, Kemi Seba et j'en passe. Et les anglophones, ça va être les Lumumba, les afrodescendants qui sont très connus. On a Dr Akil aux États-Unis, on en a énormément, mais on n'arrive pas à se rencontrer. Il faut qu'on apprenne à se rencontrer ensemble pour tous, Africains, descendants, afrodescendants, mener le combat ensemble. Donc, je veux vraiment applaudir les femmes. Ce que mon frère Bruno a dit m'a touché énormément et ce que Général Barat fait est énorme. L'Afrique de demain, c'est les femmes qui vont la construire. Nous sommes la femme de ces hommes. Nous sommes leurs mères et nous sommes les éducatrices. Les leaders de demain, c'est nous qui les fabriquerons. C'est nous qui les éduquerons. C'est nous qui leur montrerons la voie qu'ils doivent suivre. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment important de mettre la femme africaine au-dessus de tout et de lui donner ce qu'on appelle empowerment pour qu'elle puisse éduquer nos jeunes. Il faut vraiment qu'elle puisse éduquer nos jeunes. Dans mon militantisme panafricain auquel plus personne ne croit, je milite pour les réparations, je milite aussi pour une justice sociale. Nous crions haut et fort jusqu'à ce qu'ils nous entendent. Ils vont nous entendre. Ils ne pourront pas nous ignorer jusqu'au bout. Ils nous doivent de l'argent. Maître Corinne L. Ils nous doivent des réparations. Et avec ce que nous récupérons, un de mes combats est de donner des allocations familiales à toutes les femmes africaines pour qu'elles puissent éduquer leurs enfants dans la dignité, dans le respect. Dans tous les pays occidentaux, les chômeurs ont des allocations, les handicapés ont des allocations, les femmes africaines, les femmes, les pays, dans tous les pays, l'État, quand il faillit à ses obligations de vous proposer un emploi, il le compense par des allocations. Qu'est-ce que vous savez quel est le niveau d'allocation familiale dans les pays subsahariens? Combien on donne à chaque femme avec un enfant? Vous serez outrés. Qui le sait? 4 500 francs CFA par mois par enfant. Même pas 10 €. De quoi acheter un poulet et nourrir son enfant. Comment voulez-vous que nous éduquions nos enfants du futur? How? Et je milite pour cette cause et on va y arriver. Nous allons en novembre avec mon organisation qui est le PARISC, qui est une organisation panafricaine qui milite pour les réparations à l'international avec des peuples de résistance parce que l'Afrique a des alliés. L'Afrique a des alliés. On a des alliés français, on a des alliés anglais, on a des alliés allemands qui essayent de comprendre notre cause et qui sont avec nous dans le combat. Nous allons crier et nous allons le rappeler jusqu'à ce que nous obtenions ces réparations. Nous les obtiendrons. Nous les obtiendrons. Bravo. Alors je vais vraiment laisser parler de la beauté qu'il y a d'être africain. L'Africain est beau. L'Africain est fort. L'Africain a tout ce que Dieu pouvait donner à un homme. Et il est hors de question, je dis bien hors de question, qu'on ne puisse plus avoir des discussions respectueuses avec les colons ou les néocolonialistes d'égal à égal. Et dans tout ce que je dis, vraiment, on doit se réjouir d'être ensemble. Quand j'entre et que je vous vois, je suis nourrie de cette joie d'être parmi vous. Le train est en marche. Le train est vraiment en marche. On a des gens merveilleux que je rencontre tous les jours. Nous nous battons tous ensemble. Et vraiment, nous ne pouvons pas nous assimiler à nos dirigeants. Dans tous les pays africains où on a des dirigeants nuls et incompétents, nous savons qu'on a un contre-pouvoir et nous y arriverons. Le train est en marche, je vous assure. On a les pays de l'Alliance du Sahel, je ne remercierai jamais assez ces gens d'avoir donné un élan panafricain pour montrer qu'on est capable de dire non et on est capable de résister. On est tous assis sur des mines de diamants. On est tous beaucoup trop riches pour même imaginer la pauvreté en Afrique. On est naturellement riches dans nos têtes. On n'a même pas besoin de cet argent-là. Mais on est parti. Le train est en marche. Et je vais vraiment vous remercier d'être tous là. Continuez avec le patriotisme qui nous habite. Continuez le combat. Et je vais laisser mon frère et l'honorable professeur Nyamsi continuer de parler de ce panafricanisme, de ce qui nous unit et la beauté d'être tous ensemble. Alors je vous remercie d'avoir été là. Merci Corinne, merci très chère
militante panafricaniste. Et avant de passer la parole au professeur Niamsi, je voulais inviter une dame qui, elle aussi, je pense, si elle est présente, Cathy Défaut. Est-elle présente? Normalement, oui. Elle est là? Elle est sortie? Ok. Elle est là? Bon, on pourra revenir vers elle. Je voulais aussi souligner que Monsieur Jonas Moulenda n'est pas là ce soir, mais il est un représentant. Je voudrais donc, dans cet intermède, inviter Monsieur Ovono, s'il est présent dans la salle, à prononcer le message du parti pur de Jonas Moulenda. Bonjour à tous. Je vais commencer par remercier l'Éternel et nos ancêtres qui nous ont permis d'être ici. Et je vais commencer aussi en disant merci. Merci au professeur pour cette initiative, pour cette invitation. Merci également à toutes les personnalités ici présentes. Notre patriarche, Monsieur Franklin Niamsi, que nous suivons depuis des années, mais également le vice-premier ministre, Monsieur Bruno Ben Moubamba et tous les autres. Je tiens à excuser l'absence du président du parti pour des raisons personnelles, mais il a tenu à ce que nous soyons représentés et que nous soyons ici aujourd'hui. Nous sommes un parti appelé PUR, P-U-R, Parti de l'unité et de la régénération. Cette unité, justement, doit se faire en montrant notre adhésion face à des compatriotes qui se battent depuis des années pour le même objectif que nous. Comme on le dit souvent, lorsque nous avons le même objectif, nous devons converger, car c'est en unissant nos forces et nos idées que nous parviendrons à réaliser nos objectifs, et avec succès. Nous avons l'intention d'unir les Gabonais, où qu'ils se trouvent, des 4 coins du monde. Cette unité ne passera pas en disant qu'il y a des Gabonais de souche, et qu'il y a des Gabonais qui ne sont pas légitimes. Je refuse que l'on pense que ce que peut apporter un être humain doit se résumer à ses choix conjugaux. Nous ne sommes pas là pour construire la vie conjugale des hommes, nous sommes là pour construire un pays. Que vous ayez épousé une Autrichienne, une Américaine, une Congolaise, c'est votre droit. Mais tant que vous jouissez légalement des passeports gabonais, vous pouvez prétendre à être président ou Premier ministre, ou ministre de l'Intérieur, ou ministre de la Défense. Nous avons pour objectif de faire une régénération, PUR. Nous voulons régénérer notre pays à tous les niveaux. Nous devons d'abord dire que dans notre parti, pur, il n'y a que des hommes purs, dans le sens propre du mot. Nous avons refusé de prendre comme adhésion toute personne, homme ou femme, ayant participé de près ou de loin à la destruction de notre pays, ayant participé au PDG ou non. Si vous avez déjà été dans ce parti et que vous avez participé à cela, vous n'êtes pas les bienvenus chez nous. Nous voulons régénérer tout, commençant par le blason, le sceau. Quels sont ces bateaux avec ces animaux que nous ne connaissons pas, des dragons ou des félins que nous n'avons jamais vus? Cette mère allaitante qui n'a pas de père. Nous sommes en train de rédiger un programme de société. Je remercie énormément notre Amazone nationale qui a dit que cette rencontre